Salut à tous, je reviens pour la deuxième partie de mes lectures du Scary Spooky Challenge. Alors comme j'ai pu vous le dire dernièrement dans une de mes vidéos, j'ai vraiment passé un super moment avec le challenge de Céline Lecture. Franchement ça a été un mois d'octobre absolument génial, on était vraiment sur des lectures creepy, vraiment cool. Bon, après moi vous savez que je suis pas vraiment dans le gore, je serais plus dans l'angoissant, le frissonnant. Et j'ai passé un super challenge d'ailleurs, j'espère que Céline le reconduira l'année prochaine parce qu'il est vraiment top et j'ai vraiment fait des super lectures, donc je vous ai déjà parlé la dernière fois et je vais finir de vous en parler aujourd'hui. Donc j'ai enfin lu, parce que depuis le temps que je vous en parle, au final j'en avais lu très peu de ce mangaka. J'ai lu Tomie de Junji Ito, paru ici chez Mangetsu dans une édition absolument magnifique. Je vais vous la montrer, je pense que vous l'avez vu partout, mais elle est absolument sublime. Vous avez même, je sais pas si vous le verrez vous, mais on la voit ici, vous voyez, on l'aperçoit. Ah, j'adore. Alors avec cette œuvre, moi j'avais découvert Junji Ito avec son œuvre Gyo. C'est ça qu'avant je disais Gyo, mais ça se dit Gyo. Et ici j'ai voulu tenter celui-ci parce que je trouve que la couverture est absolument inquiétante. Le regard de Tomie est vraiment spécial. Mais j'ai passé un super moment, donc vous voyez c'est vraiment une édition de qualité et pour le prix je trouve que c'est pas vraiment du tout excessif. Et on en a pour notre argent. Donc ici on va être sur quelque chose d'un peu différent de ce que je pensais de prime abord. C'est que je pensais que Tomie, à travers ce gros ouvrage, c'était vraiment une histoire entière. Et au final, pas du tout. Ça va être toujours au point central, il y aura Tomie avec l'environnement dans lequel elle sera. Et ça peut être des histoires qui ne tiennent que sur un chapitre ou certaines qui vont se prolonger sur plusieurs chapitres. Mais en soi, l'ouvrage ne va pas parler que d'un seul récit en fait. Et du coup, à travers toutes ces petites histoires, on va vraiment se concentrer sur le personnage de Tomie qui va faire grandir, qui va lui donner une densité plus grande, qui va faire épaissir le mystère autour du personnage. Oui, je me suis permis de changer le livre de place, vous avez dû voir, parce que en fait, si je le mets là et la lumière s'assombrit, c'est un petit peu compliqué. Chaque histoire commence toujours plus ou moins de la même façon et se terminera toujours de la même façon. L'histoire c'est très simple, c'est qu'on voit toujours Tomie qui va arriver soit dans une nouvelle école, soit dans une nouvelle ville ou dans un nouveau village. Elle va attiser les convoitises des jeunes hommes, attiser la jalousie des jeunes femmes, mais y mettre un sacré bazar. Et au final, elle finit toujours par engendrer la folie et par se faire tuer. À chaque fois, ce sera toujours le même modus operandi dans ces histoires. Donc j'ai lu moi certaines critiques qui disaient qu'ils étaient un peu déçus, que c'était toujours répétitif et tout. Bah écoutez, chez moi pas du tout. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que je trouve que Tomie c'est vraiment la muse de Junji Ito. Même si je suis loin d'avoir tout lu, peut-être que je réviserai mon jugement après. Mais j'ai trouvé qu'il la sublimait à chaque fois et qu'il faisait... parce que c'est très horrible ce qui se passe, les histoires sont vraiment quand même, il y a du gore. Et malgré tout, il arrive à densifier son personnage, il arrive toujours à y amener quelque chose sans que ce soit trop lourdingue. Il faut savoir que le recueil ici, avec toutes ces histoires, a commencé en 87 et c'est fini en 2000. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte de l'évolution du dessin de Junji Ito. Pour vous montrer un exemple précis, vous avez d'abord le dessin là, vous voyez, c'est assez... je trouve qu'au niveau du regard, par moment, on a l'impression que les personnages ont un strabisme. Enfin, c'est assez pas amateur, mais on voit que le trait est encore pas très maîtrisé. Et quand vous arrivez sur les dernières pages, vous voyez, le personnage est complètement différent. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la première histoire qu'a publiée Junji Ito, et que le personnage a grandi avec son art. Il l'a inspiré, je trouve que le personnage de Tomie est assez déstabilisant parce qu'il s'est servi donc d'une jeune fille. À travers elle, il va véhiculer une certaine image assez monstrueuse du personnage, même si on s'en doute pas un seul instant quand on la voit ici. Je l'ai trouvée fascinante. Je trouve que tout ce qui va entourer Tomie va grandir au fur et à mesure, comme je vous le dis, des histoires, mais également va être de plus en plus hypnotisant parce que à travers tout ça, le mystère autour de Tomie, même si on apprend plus sur elle, mais au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur elle, le mystère également s'épaissit.
Donc j'avais vraiment une fascination, je dirais, autour du personnage. Un truc que je n'avais jamais eu jusqu'auparavant dans les œuvres que je peux lire d'horreur et tout, c'est que certains moments, il y a des scènes qui sont assez monstrueuses. Et je trouve que Junji Ito arrive à leur donner une certaine beauté. Enfin, beauté, tout est relatif, mais où ouais, il y avait vraiment une imagination chez lui. Ah, elle m'énerve parce qu'elle me fait de l'ombre. Il va réussir, malgré l'horreur qu'elle représente et le monstre qu'est ce personnage, bon je vous en dis pas plus, hein, vous découvrirez par vous-même, à la rendre plus belle en fait. Je saurais pas vous dire, il y a quelque chose d'hypnotisant, il y a... Parce que Tomie c'est quelque chose, malgré l'apparence d'une jeune fille écolière, étudiante, on se dit qu'il peut être un peu naïve, un peu... avec une certaine candeur, et au final ça cache quelque chose, un monstre de méchanceté, d'horreur, enfin il y a tout un panel qui se fait derrière elle. Elle va susciter chez les jeunes garçons la folie parce qu'ils vont tous tomber en pamoison devant elle, ils vont la trouver d'une telle beauté, et elle est tellement machiavélique. Et le fait que ce personnage l'ait accompagné pendant toutes ces années, l'image elle est dégueulasse. Moi j'ai vraiment été hypnotisé par Tomie, j'ai aimé découvrir ce qu'elle était sans jamais la connaître vraiment. Le fait aussi que Junji Ito a amené un personnage qu'il a créé lui-même. Vous savez, en général, quand on part dans l'horreur, on va s'inspirer du folklore. Donc ça va être les vampires, ça va être les zombies, ça va être Frankenstein. Tout ce genre de trucs. Et lui, en fait, Junji Ito va s'inspirer de tout ça, mais en fait, il va amener son propre truc à lui. Qu'il fasse à travers une femme, j'ai trouvé que l'idée était bien. Non pas pour le côté monstrueux, mais pour le côté hypnotique. Cette force qu'elle amène avec elle dans sa personnalité, dans sa façon de manigancer plus ou moins des choses. Parce que vous verrez, même au niveau de son caractère, elle est assez prétentieuse, elle va provoquer, elle va vexer les gens. Et ça commence toujours par quelque chose d'assez infime, où elle va jouer sur les caractères, elle va provoquer chez les autres une certaine frustration, ou les vexer. Et au fur et à mesure, c'est comme, vous savez, une allumette. Elle va allumer le feu aux poudres, et après tout va s'enclencher, et... elle fait qu'un petit truc au début et d'un seul coup ça explose, enfin c'est vraiment génial. On ne saura jamais qui elle est. Tomie elle dissimule beaucoup de mal, c'est le mal incarné sans vraiment définir d'où elle vient, ce qu'elle est. Enfin il y a vraiment... malgré l'apparence d'une jeune fille, un peu naïve, avec dans sa candeur, vous savez elle est étudiante, il y a vraiment quelque chose de très obscur, de très noir chez elle, et qui va être vraiment en paradoxe avec son apparence. Et cette origine inconnue, on ne sait pas pourquoi. Et il y a quelque chose aussi qui se rapporte, parce que Tomie a une apparence de femme, mais également d'être humain avant tout. Et il va jouer là-dessus, Junji Ito, pour créer un certain malaise aussi chez nous. Le fait aussi qu'il a retourné la situation où d'habitude les monstres sont là pour faire un carnage infernal. Et là, Tomie, elle devient bourreau, mais en même temps, elle est victime. Enfin, il va jouer beaucoup sur cette ambivalence. Il y a aussi, je pense, cette idée de jeune étudiant, vous savez... avec la puberté, qui se pose certaines questions au niveau du sexe, de la séduction, tout ça, et elle va être là pour contrer tout ça, elle va provoquer tout ça, ces jeux, mais jusqu'à exacerber la chose et que ça donne quelque chose d'assez mauvais. Enfin, j'ai vraiment apprécié cette œuvre, et il me reste Spiral à découvrir. Donc, j'espère être aussi surpris qu'ici, parce que franchement, j'ai vraiment adhéré, vraiment un coup de cœur pour cette œuvre graphique. Et Junji Ito, vous voyez, je suis parti un peu à l'aveugle en me disant waouh, c'est le maître de l'horreur japonais, donc ça va le faire direct. Et au final, ouais, c'est vrai que ça le fait. Et il y a toujours une originalité chez lui. Il amène toujours quelque chose d'assez différent, d'assez singulier, que j'apprécie beaucoup. Il s'inspire de beaucoup de choses, mais il crée vraiment son propre truc, son propre style, son propre univers. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez au début quelques mots du réalisateur Alexandre Aja, qui a fait entre autres le remake de La colline à des yeux de Wes Craven, qui voudra adapter Tomie au cinéma, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, parce que Tomie, c'est vraiment... comme je vous dis, c'est plein de petites histoires, mais toutes ces petites histoires n'en font qu'une autour du personnage. Ça va construire au fur et à mesure et consolider le personnage de Junji Ito, et je me demande si en 1h30 on peut résumer un personnage tel qu'il est. Lui, il l'a fait sur des années. Je sais pas, parce qu'après, comme je vous dis, c'est des histoires assez courtes, d'une dizaine, une quinzaine de pages à chaque fois, avec un truc assez spécifique. Et là, réussir en 1h30 de faire qu'une histoire, je me demande si
après qui me surprennent, hein, je n'attends que ça. Et du coup, à la fin, nous avons aussi tout un petit documentaire sur le personnage de Junji Ito, donc Tomie, qui était vraiment intéressant. Donc l'aspect documentaire apportait vraiment une plus-value à l'histoire. Et même si, comme je vous le dis, certains n'ont pas vraiment apprécié, qui ont trouvé l'histoire répétitive, ça n'a pas du tout été mon cas. Parce que le fait, c'est pas l'histoire le plus important, je trouve, enfin, le plus important. Je trouve que c'est vraiment le personnage qui est fascinant et qu'il réinvente à chaque histoire. Il réinventera le personnage et à chaque fois que vous pensez saisir quelque chose chez elle, un trait de caractère ou... enfin, peu importe, vous allez être surpris parce qu'il va amener quelque chose en plus à chaque fois. Et à chaque fois que vous pensez la connaître mieux, là vous arrivez dans un flou. Et non, en fait, il arrive plus ou moins à rendre le personnage de plus en plus tangible tout en le rendant de plus en plus mystérieux et obscur. Je peux pas vous en dire plus. Et, même au niveau du gore, parce qu'il y a du gore, c'est jamais exagéré et je trouve que ça prête vraiment à la chose. Et dans quelque chose d'assez horrifique, il arrive à sublimer certaines choses et il y a des planches absolument magnifiques. Et franchement, et le fait qu'on voit l'histoire du personnage, du moins du trait du mangaka Junji Ito, au début et à la fin, on voit à quel point il a évolué, à quel point son travail s'est magnifié avec le temps. Et au final, même si le personnage, on sait qu'il est mauvais, elle arrive toujours à nous surprendre. Et au final, même si au début je la trouvais très cruelle, très méchante, parce que vous verrez qu'il y a des choses assez cruelles quand même. J'étais, dans un premier abord, j'ai eu peur d'elle. Ensuite, je l'ai trouvée cruelle et j'ai fini par être hypnotisé. En fait, ça correspond totalement au personnage. Coup de cœur pour moi, pour cette œuvre. En continuant dans les graphiques, ensuite j'ai découvert cette BD qu'on a vu beaucoup passer sur Booktube. Donc c'est Grimoire Noir de Yana Bogach et Vera Grinty chez Glénat. Pareil, vous voyez le travail d'édition. J'achète peu de graphiques, mais je trouvais que celui-là, il y en avait pour son argent. Je trouve que les planches sont sublimes. Tout est dans des tons soit comme ça, un peu marron, ou soit dans des teintes vraiment très noires. Vous voyez, ici c'est un peu plus sombre. Et à travers cette histoire-là, au niveau ambiance, on va être vraiment dans ces anciens polars, vous savez, des années 50, 60. Je trouve qu'il y avait vraiment ce style-là qui était retranscrit. Donc dans cette histoire, on va suivre la petite ville américaine de Blackwell, qui a une particularité. Dans cette ville, c'est une ville assez isolée, où les femmes sont des sorcières et ont des pouvoirs magiques, mais que les femmes. Les hommes n'en ont pas. Et à côté de ça, on va prendre connaissance d'un jeune qui s'appelle Bucky Orson. Et sa sœur a disparu dans des circonstances assez mystérieuses. Donc son père est shérif. Et il fait des recherches pour retrouver du coup sa fille. Et il arrive à mener à rien. Mais en fait, il est assez... il a beaucoup de contraintes pour mener ses recherches par rapport aux lois qui existent sur la ville de Blackwell. Il y a certaines choses à ne pas faire, donc du coup il est vite pieds et poings liés, donc il ne peut pas mener ses recherches comme il le veut, donc du coup Bucky décide de retrouver sa petite sœur, et il fait fi des conseils de son père, il le fait dans son dos, et il commence à, avec l'aide de, c'est comment sa copine, Chamomille. Avec Chamomille, il essaye de retrouver du coup sa sœur, et du coup à travers ses péripéties pour retrouver sa sœur, on va découvrir tout le folklore qui entoure cette ville, donc que ce soit au niveau historique ou même des personnages. Ça reste assez sombre. Bizarrement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais j'en garde pas des souvenirs plus que ça reste assez vague. Je trouve que l'histoire est assez bien construite, l'univers est assez solide, et je pense que ça peut mener une suite. Je ne sais pas si on en aura une, mais je trouve qu'il y aura matière à faire quelque chose de plus. Et sous-jacent dans cette histoire, vous aurez un côté très féministe, qui est fait sous forme métaphorique, bien évidemment, mais vraiment très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne peux pas tout vous dire parce que je ne veux pas vous gâcher les surprises. Il y a un côté très gothique aussi, mais c'était vraiment, vraiment sympa. On sent que l'histoire elle est vraiment maîtrisée. Et je vous dis, les planches elles sont absolument somptueuses. J'aurais pas grand chose à en dire de plus. Mais j'ai vraiment, vraiment apprécié. Je pense que je la relirai, hein, parce que vous voyez même les chapitres. Je pense que je la relirai parce que je m'en souviens plus tant que ça. Je sais que j'ai vraiment apprécié, mais ouais, je pense que je la redécouvrirai un de ces quatre et je la relirai une seconde fois parce que ça fait aussi bien, autant de bien au niveau des yeux qu'au niveau de l'histoire. C'est vraiment sympa. J'ai poursuivi une petite saga, oui, parce que vous le savez, hein, moi, Laurent et la malédiction des sagas. Donc j'ai lu un petit
livre de Beat It, donc il s'agit de Richard Mead, Succubus Hit, donc c'est le tome 4 de la saga Succubus. Donc vous savez que la Beat It, hein, c'est quelque chose d'assez léger. J'ai déjà lu plusieurs histoires de Beat It et c'est la seule où j'accroche vraiment beaucoup. J'avais commencé d'autres histoires, donc je vous parlerai un de ces quatre. Et à chaque fois je lis un tome ou deux, puis j'arrête. Et là franchement, j'aime beaucoup le personnage de Georgina. Alors, est-ce que c'est pas inconsciemment dû au fait qu'on nous dit dans la quatrième de couverture, je crois que c'est lors du premier tome ou du deuxième, je ne sais plus, où c'est... Ah, c'est à l'intérieur, vous avez une... Non? Si. Vous avez à l'intérieur une petite biographie de l'autrice, donc Richard Mead, qui a entre autres écrit Vampire Academy, qui a eu beaucoup de succès. Et du coup, je me tâte de plus en plus à essayer de la découvrir, cette série-là. Et qui est fan de Buffy, et je trouve que ça se ressent un petit peu du fait qu'on me l'a dit dans le texte, parce qu'elle va, autant elle va accorder une importance sur tout ce qui va être enquête paranormale et tout ça, autant elle arrive à équilibrer aussi avec le fait qu'on en apprend beaucoup plus sur l'héroïne, et qu'elle laisse une grande place aussi à sa vie personnelle. Je m'attache beaucoup au personnage, donc pour vous résumer, Georgina c'est un succube. Elle était humaine il y a des années et des années, donc il y a vraiment très longtemps au niveau de l'Antiquité, suite à un petit problème dans sa vie perso. Elle a été approchée par les enfers et elle a fini par signer un pacte avec eux et elle est devenue succube. Donc succube, pour vous résumer, pour ceux qui ne savent pas vraiment, donc comme ça l'est défini ici, je ne sais pas la légende exacte de base dans le folklore, même si j'en ai quelques vagues idées, c'est... une femme qui va, donc ici une femme, un succube, parce que c'est un homme, c'est un incube, qui va coucher avec des hommes, et en fait, quand elle va coucher avec eux, si elle arrive à leur... par exemple, si elle couche avec un homme marié qui à la base est quelqu'un de droit, et qu'elle arrive à le faire céder à la tentation, quand elle va coucher avec lui, il va se sentir très coupable, mais il va prendre du plaisir à coucher avec elle, et elle, ça va lui donner une énergie folle, donc si elle arrive à chaque fois à entraver, à faire basculer des hommes honnêtes dans le mauvais chemin, elle, c'est tout bénef pour elle, parce que si elle le fait qu'un homme qui trompe sans arrêt sa femme, il n'y a pas d'intérêt pour elle. Et du coup, elle a besoin de cette énergie pour vivre, mais elle doit également rendre des comptes au niveau des enfers. Elle a un démon au-dessus d'elle, enfin il y a toute une hiérarchie également. Et elle, à côté de ça, Georgina, elle est libraire, donc point positif pour elle, encore une fois. Et elle a une vie personnelle qui est assez fade, parce qu'elle a des amis, tout ça, mais au niveau de l'amour, elle a personne, parce qu'elle sait très bien que si elle tombe amoureuse de quelqu'un et qu'elle couche avec lui, elle va... Ah oui, parce qu'il faut savoir que quand elle couche avec eux, elle leur vole de l'énergie, mais elle leur vole du temps de vie également. Donc plus la personne, elle arrive à lui voler de l'énergie, moins elle vivra longtemps. Et elle sait très bien que si elle se met en couple avec un homme, et que celui-ci, il y a vraiment un échange au niveau sentiment, émotion, qu'il y a vraiment un coup de foudre, et que c'est vraiment une relation solide, ils vont vite, elle va vite lui absorber sa vie, et au final, à chaque fois qu'elle couchera avec lui, bah, elle violera du temps, donc c'est un peu compliqué au niveau des sentiments et des émotions. Et au bout d'un certain nombre d'années, Georgina, elle a un peu lassé d'être juste ça, ça la saoule, elle n'a pas le choix. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils amènent au personnage, c'est que même si c'est un succube, elle n'est pas non plus là... je trouve que ça déjà, ça justifie les scènes de sexe. Parce qu'il y a certains livres de Beat It ou autres, ou de romances, où vous avez des scènes de sexe sans arrêt et que ça n'arrive à rien, il n'y a pas de justification. Ici, ça justifie plus ou moins la chose. En plus, il n'y en a pas tant que ça, je trouve, par rapport au fait, le sujet de la succube, du succube, pardon. Il n'y en a pas tant que ça, donc elles sont assez explicites, hein, mais ça justifie un peu le sujet, on dira. Moi, j'aime toujours autant. Je suis au 4e tome, j'ai vraiment encore beaucoup aimé. Donc, comme d'habitude, Richard Mead, quand elle aborde cette histoire-là, elle laisse toujours une grande place sur la vie personnelle de Georgina avant d'aborder la petite enquête paranormale. Donc on reste dans cette continuité-là, on rencontre toujours les mêmes personnages, parce qu'elle a toujours un petit background derrière elle, avec des personnages secondaires qui restent assez secondaires malgré tout. Elle a ses amis, on n'entend pas trop parler, et puis son histoire aussi personnelle prend de l'ampleur, et ici c'était vraiment intéressant. Donc je pense pas que je vous en parlerai si je lis le 5 ou le 6, parce qu'au bout d'un moment, je pourrais pas vous en dire plus, parce que je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Mais on sent que vraiment le fil rouge commence à se solidifier par rapport au volume 3. On voit où l'autrice va en venir et c'est vraiment intéressant et j'ai hâte de connaître la suite de cette histoire. J'ai lu ensuite un petit young adulte donc chez Syros, Si tu vois le Wendigo de Christophe Lambert. Donc ce n'est pas l'acteur, hein, c'est un auteur, c'est encore différent. Donc ici on est dans une ambiance années 50. On va suivre David qui vit avec ses parents dans une résidence. Et un soir, il est dehors avec son pote, et il y a une femme qui marche nue dans la rue, et
qui a l'air d'être somnambule, donc ils vont la voir, ils la mettent sur le trottoir, ils commencent à lui parler tout doucement et essaient de la faire revenir à elle. En plus elle a du sang sur les lèvres, enfin elle est vraiment ailleurs quoi. Puis il y a son mari qui finit par venir la rechercher, on sent qu'il n'est pas très sympathique. Et du coup, David et son pote, ils se disent ah mince, on a quand même aidé cette femme-là, voilà, elle était dans la rue un peu perdue, c'est bizarre ce qui se passe. Et suite à ça, David aime beaucoup aller jouer dans la montagne qui est derrière chez lui. Et il va y avoir toute une légende autour d'un Wendigo qui va arriver, parce qu'en fait, David a son meilleur pote, alors je ne sais plus comment il s'appelle, et il a une sœur qui s'appelle Nelly, et qui lui dit qu'il y a un petit truc avec un Wendigo, et cette fille-là, elle est assez bizarre. Et à côté de ça, du coup, David va retrouver cette fameuse femme là qui était à moitié somnambule dans la rue, il va aller discuter avec elle, ils vont se lier d'amitié tous les deux. Et elle va commencer à se confier à lui. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, mais ce que j'ai pas aimé en même temps, c'est que c'est un livre assez bizarre. Parce que autant c'est censé être un livre young adulte, et je trouve qu'il y a des moments où c'était très adulte. Donc moi, perso, si j'avais lu ça quand j'avais 14-15 ans, je me serais vite fait chier, parce que il y a tout un... On revient sur tout ce qui est la guerre froide, tout ce qui est l'après-seconde guerre mondiale, par rapport aux États-Unis, tout ce qui est ségrégation, enfin il y a beaucoup de choses qui sont abordées et très intéressantes. Mais je suis pas sûr que ça peut captiver un gamin de 15 ans, ou alors il y en aura, mais pas tant que ça. L'amitié entre le gamin de 13 ans et la femme qui en a 35, elle est absolument pas plausible. Elle va lui confier des trucs sur sa vie personnelle qui sont super importants. Moi, j'ai une nièce de 13 ans, j'irai pas lui confier mes problèmes personnels parce que la gamine, elle s'encarre complètement, elle ne les comprendra pas pour la moitié. Et je me vois mal à me confier à une enfant, quoi. Moi, à une ado. Et là, je sais pas, l'auteur parle là-dessus et je me dis, il aurait dû faire grandir son personnage de quelques années en plus et ça aurait été mieux. Donc le titre c'est Si tu vois le Wendigo, bah écoutez, pour le Wendigo on doit le voir 2 fois dans le roman, donc je m'attendais à quelque chose de fantastique vu ce qui est marqué derrière. Et au final, même quand on voit le Wendigo, il n'aura pas été là, ça aurait été pareil. Donc il y a un élément assez fantastique dans le roman qui n'a servi absolument à rien parce que j'ai pas tout compris en fait. Enfin, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris l'utilité de parler du Wendigo dans les conditions où c'était fait dans le roman. Je vois pas l'intérêt. Après, il y a une histoire derrière, ouais, enfin, il y a une histoire qui est amenée, le Wendigo va se greffer à cette histoire-là pour amener un dénouement. Et j'ai trouvé, ouais, enfin... En même temps, je trouve qu'il se passe des choses, mais en même temps, il se passe rien. En plus, c'est assez ambigu parce que l'histoire, elle est racontée du point de vue de David, mais adulte, qui va revenir sur ses souvenirs d'enfant. Donc autant il y a des moments où David va être très enfant, de son âge de 13 ans, quoi, dans les bois en train de s'amuser, normal. Et il y a des moments où il va se retrouver avec non, c'est pas Nelly, c'est comment cette femme Ruth. Il va se retrouver avec Ruth, donc la fameuse femme qui était en train de faire du somnambulisme dans la rue. Et il va y avoir des conversations où David va devenir très adulte. Et il y a toujours cette ambivalence, et ça crée un déséquilibre, je trouve, dans le roman. Alors après, l'écriture était bien, je l'ai lu, je l'ai aimé, hein, mais j'ai trouvé que c'était vraiment déséquilibré et que tout ça pour ça, l'ambiance, pourtant l'ambiance des années 50, fin des années 50 aux États-Unis était vraiment bien sympathique, que c'était pas trop dur à comprendre, donc quelqu'un qui est pas non plus de ouf sur tout ce qui est historique, tout ce qui est politique, tout ce qui est enjeux mondiaux à l'époque, là c'est vraiment bien expliqué, mais je trouve que c'est un peu hard pour des gamins et que c'est un peu trop simpliste pour des adultes. Vous voyez, on est vraiment le cul entre deux chaises et je ressors un peu mitigé de cette histoire, sans dire que j'ai détesté, malgré tout. Mais le titre est un peu trompeur. Si tu vois les Wendigo, ouais, bon, on va le voir et puis il va pas se passer grand chose. Et à la fin, ça part vraiment dans une histoire qui est limite un peu abracadabrantesque, je trouve. Ça va un peu loin et. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui sont abordés, mais je trouve que ça n'a pas été. Il y a un manque de finition et il y a un manque de. Il n'arrive pas à se fixer l'auteur. Enfin, je sais pas, il y a un mélange de tout ça. Mais pas aussi effrayante que je l'aurais pensé. Et ensuite, pour Halloween, pour finir ce petit Scary Spooky Challenge, je me suis mis à lire un livre de Frédéric Livens, ici aux éditions SEMA, donc Murmure d'ombre. Alors moi, Frédéric Livens, je vous avais présenté il y a quelques temps un recueil de nouvelles, donc j'étais curieux de le découvrir dans une histoire entière, une histoire, un one-shot. C'était pas mal, je trouvais que c'est vraiment horrifique, parce que, waouh, le début, rien que la première scène, quand le livre commence, on suit un inspecteur qui est avec son coéquipier qui est assez jeune, et il trouve 2 personnes dans la forêt qui sont assez affolées. Excusez-moi encore une fois pour les résumer, j'ai lu ça il y a longtemps. Et il retrouve en fait une femme qui a été éviscérée
sur une chaise, et qu'en fait elle a été filmée et que tout a été balancé sur le darknet, le dark web, dark web, enfin vous m'avez compris, et que c'est absolument monstrueux. On découvre les détails de ce truc qui est... Parce qu'après ils vont retrouver la cassette, la cassette. Laurent n'est plus dans les années 90. Le film sur internet, sur les écrans qui sont à côté d'eux, ils vont le regarder, et franchement elle subit des sévices. Waouh, Frédéric Livens, il ne va pas que le dos de la cuillère. À côté de ça, on va suivre du coup cet inspecteur qui s'appelle Pierre Létraud. Et sa femme vient le chercher au commissariat, je crois, ou... ouais, enfin, elle vient le chercher au boulot. Et au final, ils vont se faire agresser par un groupe de jeunes. Et sa femme va perdre la vie. Lui, Pierre, va être traumatisé par tout ça. Mais peu à peu, il va essayer de rencontrer une psychologue qui va essayer de lui donner des conseils, une façon de reprendre goût à la vie, parce qu'il est complètement perdu, il est en deuil et il ne sait pas comment remonter la pente. Et elle va lui donner des clés pour essayer d'aller mieux. Et à côté de ça, on se rend compte que les personnes qui ont commis le meurtre de sa femme commencent à disparaître un par un, de façon assez tragique. Et là, on finit par se poser la question, est-ce que la femme de Pierre ne serait pas revenue pour se venger d'entre les morts? Une histoire assez sympathique, moi j'ai trouvé que ça faisait très film d'horreur, donc pour Halloween c'était parfait. J'avais pas l'habitude, comme je vous dis, de dire des livres gore. Là par contre, Frédéric Livens, il s'en donne à cœur joie, franchement. Il y a une mort, je peux pas vous dire quoi, parce que déjà en vidéo, je pense que la vidéo serait assez spéciale. Une façon d'étouffer une victime que je n'avais jamais lu nulle part et jamais vue, donc c'était assez original. Et au final, jusqu'au bout, il nous mène quand même en bateau, parce que j'étais persuadé d'avoir trouvé le pourquoi du comment, et au final, pas tant que ça. Parce qu'il y a vraiment des trucs où je me dis, non mais ça va être ça, ça va être ça. Parce qu'à bout d'un moment, on se pose certaines questions, donc je ne vous dis pas lesquelles. Mais je me dis, ouais, mais c'est quand même bizarre, c'est un peu facile. Et en fait, non, il arrive à ramener son truc, Frédéric Livens, et tu dis, ah d'accord, je vois, il en veut venir. Moi, le seul petit hic que j'ai, donc c'est bien, c'est personnel, je trouve que la fin est un petit peu rapide, j'aurais voulu qu'il étende un peu plus le truc. Mais sinon, ça reste une petite lecture divertissante d'horreur qui est vraiment sympa. Donc, à défaut de voir un film d'horreur, si vous voulez lire un livre d'horreur, allez-y. Donc, c'est une histoire de fantômes et de revenants assez sanglante. Mais au niveau scène choc, Frédéric Livens, je vous dis, il n'y va pas de main morte, c'est le cas de le lire. Et ça pouvait être assez choquant. Donc, j'en lirai pas tous les jours. Hein. Je sais que maintenant, Frédéric Livens, je vais y aller petit à petit, parce que je pense que dans le gore, il est assez prolifique et qui se fait plaisir, mais je n'irai que de temps en temps. Hein. Mais franchement, une histoire vraiment sympa, qui n'est pas très longue, mais qui se tient tout le long, j'ai bien aimé. J'ai lu deux petites nouvelles, donc une que je vous avais parlé récemment, c'est Miesco de Fabrique Cosa P, qui fait vraiment pas beaucoup de pages. Hein. Attendez, parce que je vous dis pas de bêtises, il n'y a pas le nombre de pages. Franchement, vous voyez, ça fait... voilà, c'est vraiment petite... très troublante. Je peux pas trop vous en parler, je peux juste vous dire que dedans, vous avez Mieszko qui choisit de partir en expédition au Groenland. Et qui soi-disant y aller pour le travail, au final, il y va pour rien parce qu'il n'y a rien à y faire. C'est un homme qui veut y aller pour retrouver la solitude, le vide et tout ça, donc il va se retrouver au milieu d'un désert de neige, donc c'est blanc immaculé partout. Ça se passe assez vite, je peux pas vous résumer l'histoire puisque ça dure une dizaine ou une quinzaine de pages, donc si je vous résume l'histoire, je vous résume la nouvelle. C'est très métaphorique, je pense, qu'il faut voir plus loin que le texte original. Moi j'y ai vu certaines choses, alors est-ce que mon interprétation personnelle est juste par rapport à ce que voulait en donner l'auteur, ou l'auteur est resté assez vague pour que chacun fasse ses propres interprétations? Je ne sais pas. Mais j'ai passé un bon moment, même si c'est très court, c'est très intense, et je trouve que Fabrice va toujours trancher dans le vif. Et on reste toujours dans cette thématique de la société, je trouvais qu'il y avait cet effet sociétal, où on va revenir sur cet homme qui recherche le vide, mais pour vous donner une vague idée, qui recherche la solitude, mais est-ce qu'on est encore... est-ce qu'on se définit pas par les autres? Vous savez, être trop entouré, c'est pas bon parce qu'on s'oublie un petit peu. Mais est-ce que le fait d'être tout seul, on peut réussir encore à exister? Enfin, c'est plus ou moins l'idée que j'en ai eue, là ça commence à dater un petit peu aussi cette lecture, donc
Faudrait que je la relise pour vous en reparler, mais voilà. Après, je vous reparle encore des couvertures. Moi, je trouve que Fabrice Cozapé, il travaille avec Mel Acryl Ink. Et franchement, les couvertures, je suis fan à chaque fois. Deuxième petite nouvelle, celle de Greg Hochfeld. Donc, j'avais lu de Greg Hochfeld Menteur, dont je vous avais présenté il y a quelques temps. Et il revient avec une petite nouvelle, SK. Donc, c'est chez Elixiria. Donc, celui-là, c'était de l'auto-édition, par contre, je vous l'ai pas dit. Pareil, assez surprenante, parce que j'ai radé la couverture sans m'attarder dessus, et au fur et à mesure j'ai lu l'histoire, et je savais pas trop où on allait, ce qu'on faisait. Au bout d'un moment j'ai compris, j'ai trouvé que c'était original, c'était sympa, pas mal. On va être sur cette idée d'univers parallèle de et si on part dans le but de et s'il avait fait ça, ce qu'il deviendrait. Donc je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi. Ils rend hommage aussi à quelque chose que j'apprécie aussi, je vous dis quelque chose ou quelqu'un, je ne vous en dis pas plus. Mais vraiment, vraiment sympathique, j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu le sourire aux lèvres quand j'ai découvert finalement le poteau rose à la fin. C'est assez court, mais malgré tout, j'aime beaucoup l'écriture de Greg Hochfeld aussi. Et c'était sympathique. J'ai passé un petit moment, ça m'a pas duré très longtemps, mais j'ai bien aimé, c'était sympa. Donc de Greg Hochfeld, il me reste encore, je sais plus si c'est un livre ou deux. Ah, il me reste l'Ancestral, une histoire assez courte. Et son livre Warning Dead sur les zombies que je dois lire un jour, mais ça fait longtemps que je l'ai. Et pour finir, alors ça je l'ai pas lu durant le Scary Spooky Challenge, mais je sais pas où le placer parce que je l'ai lu lors du Black November que je suis en train de faire au moment même où je vous parle. Mais je vais vous en parler ici, tant qu'on est dans le Spooky et le Scary, autant continuer. Donc c'est The Devil of the Gods, donc c'est de Tsukasa Semura au scénario et Kozo Takahashi au dessin. Donc ici vous avez les deux premiers tomes, le troisième tome n'est toujours pas sorti en France, mais je crois qu'il n'est pas sorti non plus au Japon, où il est sorti, je ne sais plus. Donc ici l'histoire elle est simple, on se trouve à Tokyo, et on suit Renji qui va régulièrement dans une maison de passe, parce que pour assouvir certains besoins masculins. Mais il va toujours même voir la même prostituée, et il finit par tomber amoureux d'elle, et il la propose de se fiancer avec elle et de l'épouser, et pour essayer de la sortir de cet engrenage, parce qu'elle, vu sa famille, elle n'a pas le choix pour gagner de l'argent que de se prostituer. Mais une fois de plus, il y va, et il va se passer un truc où elle va avoir un comportement assez suspect, donc il finit par la suivre jusque chez elle, et arrivé chez elle, il va voir qu'elle est très très bizarre, mais quand je vous dis bizarre, elle est vraiment bizarre, elle devient violente, elle arrive devant chez elle, elle tue un chat, enfin lui, il comprend pas ce qui se passe, il dit mais qu'est-ce qui arrive avec cette fille-là qui s'appelle Toriko. Jusqu'au moment où il va croiser un prêtre, le prêtre il est ici, le prêtre il s'appelle, c'est le père Mitakura, et qui lui dit qu'en fait, sa copine, elle est possédée par un démon, et que les démons ont décidé d'arriver sur Terre, et que ça va être bientôt l'apocalypse, et qu'il faut les contrer et les exorciser. Donc ce qui m'a surpris moi dans cette histoire, c'est qu'on part... Bah, attends, je vous ai montré le mot tome 2. C'est qu'on part sur une histoire... Ouais, mais la deuxième, elle fait moins peur. C'est qu'on part sur une histoire où... vous savez, la religion au Japon n'est pas du tout la même que chez nous. Et là, on est resté sur quelque chose de très occidental, de très chrétien, en fait. Pour ça, quand je lisais, j'étais un peu perturbé au début. Je me dis, mais... On est vraiment dans l'exorcisme, vous voyez, c'est à peu près le même principe. Le curé arrive, il commence à prendre sa Bible, il récite, il jette de l'eau bénite, il a sa croix. Donc ça m'a beaucoup surpris. Les deux premiers tomes sont assez classiques. Donc le père Mitakura va se mettre à expliquer tout ça à Renji. Renji va pas vraiment le croire, il va être vraiment dans le déni. Jusqu'au moment où il va demander à aider le prêtre. Et le prêtre va lui dire non, c'est pas en 2 secondes qu'on devient exorciste et tout ça. Et au final... dans la circonstance des choses, on se doute bien que Renji va se mettre à combattre aussi les démons. J'ai trouvé ces 2 premiers tomes assez classiques, et honnêtement, quand j'arrivais vers le milieu du 2e tome, je me dis, ouais, c'est pas terrible, on a l'impression d'avoir un exorcisme 2.0, enfin, c'était pas non plus transcendant. Les démons contre, voilà, les croyants contre les démons, enfin, c'était assez... ouais, c'était pas top, enfin... Et au final, quand on arrive à la fin du 2e tome, il y a des petites révélations qui se font. Et je me suis dit, waouh, je dis franchement, ça annonce quelque chose d'assez sympa. Il y a un autre personnage qui va faire son apparition qui est assez ambivalent, je ne sais pas trop ce qu'il veut.
Et franchement sympathique. Et j'attends parce que vraiment les planches du tome 2, je peux pas vous les montrer parce que ce serait vous spoiler. Mais ça annonce quelque chose de lourd. Et en plus, arrivé au deuxième tome, il va étoffer ses personnages, il va en amener d'autres. Et ça amène d'autres. Et je pense que l'intrigue, il prend le temps de la mettre en place. Donc je vais lire la suite. Parce que la fin du tome 2 annonce du lourd. Mais je sais pas quand est-ce que la fin sortira. Mais franchement, un tome... si vous aimez tout ce qui est possession, exorcisme... allez-y, c'est top. Donc voilà pour mes lectures du Scary Spooky Challenge. Donc j'aurais bien lu quand même, donc je suis plutôt content. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera une fois de plus des idées. Donc moi je vous dis à plus tard. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous l'avez fait le Scary Spooky Challenge, et si vous l'avez lu ou quoi. Et je vous dis à plus tard. Allez, salut.